Hop. Alors, c'est Xavier, le classique mobile. Classique mobile, allez voir sur internet, c'est des t-shirts, on voit les dessins de temps en temps dans Road Story, sur certains articles. C'est Xavier qui nous fait ça. Et vous pouvez aller voir sur le site, avoir des t-shirts, des mugs, des sweats, des sacs, des polos. Des sacs, des polos. Avec, et là, tout l'intérêt, c'est que vous pouvez lui demander de dessiner votre voiture. Donc, on s'en va ce matin à Époque Auto. Et on y va dans un... Vous devez entendre le bruit un peu particulier de la douce mélodie qui s'échappe de ce... Je sais pas, d'ailleurs, je sais pas si on y va. Ah, il y a un petit problème technique là, on est en... Ah. On est en train de chercher la vitesse. Donc, on est dans quoi, Xavier? On est dans une Wartburg qui n'a plus de vitesse. Ah merde. C'est une roue libre. Équipée d'une boîte de vitesse avec une roue libre. Et là, je crois qu'avec le froid, la roue libre a un peu du mal. Et les vitesses ne veulent plus passer. Alors, c'est une Wartburg 353. Ce qui est important de préciser, c'est que ça fait 30 ans, aujourd'hui, jour pour jour, Ouais, que le mur de Berlin est tombé. tout à fait. C'est important. Donc, en Allemagne de l'Est, on avait... alors, la plus connue, c'est la Trabant, qui était en une sorte de plastique, d'uroplast, c'est ça? C'est ça, c'est du Formica. Qui était la voiture du peuple un peu. Voilà. Et puis, tu avais le peuple un peu plus riche, on va dire, moins pauvre, qui avait la possibilité, l'immense privilège, même, je veux dire, d'acheter une Wartburg. Ouais. Donc là, on est sur une vraie voiture. Il y a une carrosserie en métal, là. Alors, je suis tombé sur un essai un jour en vidéo de James May, Ah qui oui. a un hors-série de leur émission là, de Top Gear sur les voitures populaires. Ah oui, et oui, ils oui. ont fait une petite aparté sur cette voiture. Et ils disaient que c'était pas une voiture, c'est une farce. Alors pourquoi? Alors, toujours ce petit. Ah, voilà. On ne sait pas si on va arriver, hein, parce qu'il y a un petit problème de. La boîte à froid, visiblement. Alors, ça me l'a déjà fait, hein, pour tout dire. Ah, mais à ce point-là, non. Voilà. Bon, Alors pourquoi tu as acheté une Wartburg? voilà, c'est une histoire un peu à la con. T'es comme moi, toi, t'aimes bien les trucs un peu. Ouais. T'aimes Alors, bien les canards, Je précise les que moutons noirs de l'automobile. c'est celle de mon frère quand même. C'est de ma faute hein, s'il a acheté ça. D'ailleurs, c'est moi qui lui héberge parce que c'est moi qui fais l'entretien. En fait, en France, il n'y a personne qui connaît cette voiture. C'est parti d'un délire. On cherchait avec un ami une voiture la plus improbable pour éventuellement un jour faire le Monte Carlo historique. Bon, ça fait 8 ans qu'on l'a. On n'a jamais fait le rallye Monte Carlo historique. On a suivi. On est allé voir quelques étapes. On a suivi un peu le Monte Carlo comme ça en touriste avec, mais on n'a jamais participé. Mais elle est éligible. C'est parti de là, hein. C'est simplement. Elle est éligible parce qu'à l'époque, t'avais une équipe d'Allemagne de l'Est, en gros. Bah, en fait, tu peux. Monte Carlo historique, c'est toutes les voitures construites entre 55 et 80 qui ont déjà participé une C'est fois. ça, oui, il faut qu'ils aient au moins participé. Voilà. Donc les Allemands de l'Est, évidemment, faisaient des compétitions internationales avec les véhicules qu'ils possédaient. Donc c'était obligatoire presque qu'elles soient éligibles à ce rallye. Donc c'est parti de là, on est allé la chercher du côté de Rennes chez un particulier, on l'a trouvé sur le bon coin, on a négocié ça une bouchée de pain. Elle avait un problème d'allumage, enfin, il s'est avéré que c'était un problème d'allumage, c'est un moteur 3 cylindres de temps. Et puis comme on avait comme idée de préparer un peu la voiture, on a acheté directement un moteur préparé chez un préparateur allemand qui avait couru à l'époque en rallye sur Wartburg. Et j'ai monté ce moteur brut dans la voiture et il a fallu faire toutes les adaptations, modifier le circuit d'eau,
entre autres, régler la carburation, souder l'échappement, puisque il y a un échappement détente aussi dessus. Les aléas du direct. Pas de vitesse. Bon, je crois que c'est vraiment c'est pas la journée. Bon, c'est les joies de rouler dans une voiture complètement inconnue, c'est-à-dire qu'on n'est jamais à l'abri d'une couille. Ah, la vitesse est là. Bon, je crois qu'il ne sais même pas si on va arriver jusqu'à Lyon, ça serait con quand même. Voilà, donc c'est parti de là et on a monté ce moteur à préparer dans la voiture. Avec toute la mise au point et tous les conseils que j'ai pu glaner sur internet en parlant en anglais avec des Allemands parce que je veux vraiment baragouiner un peu quelques mots d'allemand mais pas suffisamment pour me comprendre. Et au final, on a réussi à avoir une voiture qui tourne bien quand la boîte est chaude et qui est super rigolote et qui est complètement inconnue en France. Voilà, on la confond très souvent avec une Skoda, même si je trouve que ça ressemble pas du tout, mais comme ça. À part les optiques qui sont les mêmes que les 105. Ah oui, c'est ça. Oui, tu as ce côté un peu à l'avant, les... Ouais, les yeux qui pleurent. Ouais. Et on la confond aussi avec les vieilles BM. Alors ça, je pense que ça vient des capots qui sont un peu retournants sur les ailes. Avec la ligne. Enfin voilà, fait beaucoup parler. Et puis surtout, elle a un caractère moteur et des sensations de moteur qui sont complètement uniques. On part. Bon, alors ça fait 50 chevaux d'origine, là il y en aurait à peu près d'après le préparateur. Donc c'est un moteur, c'est un 3 cylindres? Ouais, c'est un 3 cylindres 2 temps. En fait, c'est une technologie qui est héritée de la technologie des KW. Et au moment de la séparation des Allemagnes, bon, les usines se sont scindées, etc. Et il y a eu la création de Wartburg qui a continué avec des techniques qui allaient bientôt disparaître de l'autre côté du mur, mais voilà, donc c'est... Qui ont survécu quelques décennies du coup. Ouais, jusqu'en 89, elle a existé avec ce moteur. 2 temps. Et après, donc les dernières Wartburg ont eu 1300 des Volkswagen. Ça c'était déjà en 80... Mais ce qui est marrant, c'est que il y a beaucoup de sensations de bruit, quoi. Oui. Voilà, donc là on est à 80, on respecte les limitations de vitesse, n'est-ce pas, Nico? Oui, toujours. Et on est à 3000 tours minute, on est en 4ème. Voilà. Donc en fait ça tire très court. C'est quasiment impossible de prendre la voie rapide avec ça. Est-ce que tu montes à combien Alors d'origine ça roule à 130. Ce moteur là, il permet de tirer la 4ème qui est très longue, enfin plus longue que le reste, dans sa plage maxi d'utilisation, c'est-à-dire théoriquement, si on regarde le graphisme tour minute vitesse, on devrait pouvoir rouler à 170 à la zone rouge, puis à 5800 tours. Ça c'est la théorie de l'Allemagne de l'Est. Non, c'est la théorie du moteur préparé, hein, parce que le moteur d'origine n'arrive pas à prendre tous ses tours, donc elle roule à 130 maxi. En croisière, en vérité, on roule à 100, 110. Donc voilà, il y a un petit mode d'emploi, et une fois qu'on a trouvé le mode d'emploi, ça marche très très bien. Combien de temps, on ne sait pas. Non, mais effectivement, il y a le levier qu'il faut manier avec précaution. Et ouais, c'est bon. Alors c'est des autos qui faisaient dans les 100 000 km hein, quand même. Ah, quand même. Je sais pas combien de fois ils changeaient les pistons. Mais j'en ai vu plusieurs fois en annonce avec ces kilométrages-là, même parfois plus, sachant qu'il n'y a que 5 chiffres. Celle-ci, quand on l'a achetée, il y avait, je crois... Ah ben là, alors là, c'est quand même assez exceptionnel ce qui se passe. Regardez le compteur de vitesse. J'étais en train de regarder combien de kilomètres. C'est énorme. Et là, on passe de 10 000 en 10 000, quoi. Donc, en fait, c'est très fiable. Bah, c'est une fiabilité incroyable, regarde. Et du de vitesse. Tu fais des tours de compteur avec ça. Supersonique. Alors ça, c'est la première fois que je l'observe. Bon, voilà. À rajouter encore dans les particularités techniques de la voiture. Dans la liste des bizarreries. C'est énorme.
Nico, en fait, vous le voyez pas à l'écran, mais il vient de passer en troisième. Il vient de relâcher tout doucement l'embrayage. Avec une délicatesse absolue. Ah ouais, pour ne pas faire d'un-coup moteur. Mais en fait, je crois qu'il a toujours pas compris que tu peux lâcher d'un coup, Nico, hein, avec la roue libre. Il se passera strictement rien. Moi qui m'a piqué. À droite, hein. Ouais. Ah oui, alors autre chose, Nico, laisse pas le client trop longtemps parce qu'un jour elle a failli prendre feu comme la voiture. À cause de ça, j'ai dû refaire tout le vaisseau. D'accord. On va pas mettre les clignotants. Si, mais voilà, tu les enlèves rapidement, quoi. Pourquoi ce bruit magnifique? Ah, pour rouler entre deux poids lourds, c'est pas mal. Voilà, c'est ça. Ah non, écoute, je m'attendais à pire que ça. Ça se conduit pas si mal. Alors j'en ai discuté un jour avec Jean-Claude Amila. Ah, j'y sais, si tu nous regardes. Qui avait fait un comparatif dans un auto-rétro entre la Wartburg et la Trabant, enfin une espèce de comparatif reportage. Ouais, parfait. Voilà, génial, que j'avais lu, qui m'avait fait beaucoup rire. Et alors j'en avais discuté un peu, je lui ai demandé un petit peu ses ressentis, parce qu'au final, moi j'ai jamais essayé de Wartburg d'origine. Oui, Puisque quand on l'a eu, le moteur marchait pas bien, on a commandé ce moteur, on l'a directement restauré avec ce moteur là-dedans, quoi. Oui, parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de puissance. Ouais, bah, elle fait 30 chevaux de plus. Ah, donc c'est pratiquement le double. Et en fait, il m'a expliqué avec son charmant accent du sud-ouest, il me dit oui, mais en fait, tu sais, c'est tout à fait décevant parce qu'en fait, ça va pas bien plus vite que la Trabant qui au moins est rigolote. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et je veux bien le croire parce qu'en fait, j'ai conduit après une fois une Wartburg d'origine sur très peu de distance qui n'était pas réglée, qui mérite une restauration complète. Et c'est vrai que ça n'avance pas du tout, quoi. Et il y avait, tu sais, la différence de prix qu'il y avait entre une Trabant et une Wartburg à l'époque, c'était vraiment... Non, je sais pas. Ouais. Je crois qu'il y avait quand même un sacré gap, il faudrait vérifier. Ouais, bah déjà celle-là, elle est tout en taux, là. Ouais. Voilà. Sauf le break. Le break a le haillon et les deux à l'arrière en duroplast. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, le toit est plus grand, il fallait récupérer un peu de budget parce que ça coûtait cher le métal à l'époque. De toute façon, il y a une problématique de matière première. Ouais. Alors il y a quand même des freins. Il y a des freins, ouais. Alors des plaquettes sur dos et des disques percés. Là. Mais il y a des freins, il y a des étriers 4 pistons, double circuit devant, monsieur. J'ose pas imaginer ce que c'était les freins d'origine. Ah non, mais c'est d'origine. Ah, c'est d'origine. On a juste changé la qualité des disques. Ah oui. Des consommables. Mais la 4, Nico. Eh ben écoute, c'est un beau cadeau que tu nous fais là. C'est avec grand plaisir. C'est les 30 ans aujourd'hui de la chute du mur. Ce jour où un décret a complètement changé l'histoire de l'Europe, c'est assez marrant. Les Allemands, les Est-Allemands ont franchi le mur de Berlin en Trabant et en Wartburg. Ouais, et les autorités est-allemandes avaient signé un décret dans la journée, mais qui n'était pas censé être annoncé comme ça. Ils l'ont annoncé à la télé, à la radio, et du coup ça a été... c'était la fin d'un régime qui, de toute façon, sentait déjà la naphtaline. Mais du coup, ça a été aussi bien la Trabant que la Wartburg, c'était vraiment le symbole d'une liberté retrouvée. Ouais. Alors je me rappelle des reportages qu'on voyait à la télé à cette époque-là, parce que j'avais en 89, là, j'avais 11 ans. Et c'était ma première année d'allemand à l'école, donc on avait suivi ça de près. En 6e, on avait travaillé là-dessus, c'était un tellement gros événement. Donc j'avais suivi un petit peu ce qui se passait à la télévision. Et du coup, les journalistes ont quand même dit beaucoup de conneries à l'époque sur la Trabant. Je me rappelle, ils disaient ça consomme 20 litres au 100. Ça pollue. Bon, alors évidemment, c'est un deux temps, ça pollue, ouais. c'est sûr, mais ça consomme pas 20 litres au 100. Oui. En réalité, ça c'est complètement une légende urbaine. D'ailleurs, on a fait un rallye avec cette voiture. Le tour à Toto. Le tour à Toto.
On a fait 700 km avec elle. Enfin, moi je l'ai pas fait complet, je les ai rejoints. Et j'ai conduit pendant 700 km avec cette voiture. Dans des routes de montagne, etc. Donc vraiment pas les endroits où on fait des concours de consommation. Et avec ce moteur là qui est un petit peu affûté, même sans être un truc qui fait 150 chevaux, hein, on a fait une consommation, on a calculé de moyenne de 13 litres 5. Oui, ce qui est en montagne, gros, mais voilà, ce qui est pas énorme. Ça fait quoi? Ça fait 10 litres normalement, 9 litres? Je pense que là en pleine on est entre 8 et 10 litres. Voilà. Donc c'est bon, évidemment c'est un peu élevé, d'autant plus qu'il faut rajouter le prix d'huile au prix d'essence. Oui, bien sûr, c'est un deux temps pour ceux qui sont trop jeunes, qui n'ont pas compris. 1 litre d'huile pour 40 litres d'essence. Voilà, 1 litre d'huile pour 40 litres d'essence. Ce qui fait du 2,5%. C'est un mélange comme sur une billette. Voilà. Alors d'ailleurs en Allemagne de l'Est ils avaient des pompes de graissage de mélange à la pompe, donc ils s'emmerdaient pas à faire leur mélange eux-mêmes. Nous on est obligé de le faire. C'est à chaque fois une espèce de un grand moment à la pompe. Et en fait ils ont été importés en Belgique, en Angleterre notamment, et un tout petit peu en France. Alors en Angleterre tu trouveras des infos. Elle s'appelait Wartburg Knight, avec un K comme chevalier, n'est-ce pas? Bon, il fallait au moins ça. Eh oui, une voiture noble du château de Wartburg. Et ils étaient équipés de graissage séparé avec un petit réservoir d'huile et une pompe à huile. Voilà, donc on mettait que du super à la pompe. Vous avez cette maîtrise du passage des rapports? Là, écoute, je trouve que tu l'as vraiment particulièrement bien prise en main. Ouais. Parce qu'on se rend pas compte, mais c'est tellement déroutant. Non, mais après, je suis habitué à conduire des trucs. Ouais, bon, exactement. On voit les amateurs d'auto qui savent s'adapter à des bizarreries. En fait, il faut oublier tout ce qu'on sait sur la conduite quand on prend ce genre de bagnole. Et surtout, c'est vrai qu'on conduit l'ancienne, tout ça. Ouais. Et là, bon, c'est comme si tu conduisais une voiture des années 50, en gros. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Faut toujours vraiment décomposer les gestes et oublier un peu anticiper. Et puis ce que tu as bien compris, c'est la plage d'utilisation du moteur qui est très courte. Ouais. Alors d'ailleurs, on dit aussi beaucoup d'erreurs sur les moteurs de temps. Tout le monde croit que ça prend les tours, etc. Alors c'est vrai que la montée en régime est assez vive. Je sais pas ton ressenti, Nico, mais ça prend les tours de façon assez vive. Mais en réalité, le régime maxi, là, vous voyez, la zone rouge elle est à 5000 tours. Ouais. Alors l'idéal, c'est de conduire à 2005. Ouais, entre 2005 et 4005, là, on a quelque chose de sympa.